Voilà, donc nous y voilà. En fait, la semaine dernière, on avait commencé à voir comment la Russie et le Japon ont en fait décidé de prendre un virage économique, enfin, de transformer leur société pour répondre à l'humiliation d'une défaite qui était soit une défaite militaire évidente, dans le cas de la Russie, qui a été battue par les puissances occidentales, enfin essentiellement par la France et la Grande-Bretagne, à l'occasion de la guerre de Crimée, qui avait pour allié aussi l'Empire ottoman, mais concrètement c'est les Français et les Anglais qui ont gagné le siège de Sébastopol. Dans le cas du Japon, c'était plutôt une défaite symbolique, parce qu'il n'y a pas eu de défaite militaire des Japonais, mais il y a eu que les Américains sont arrivés avec des bateaux noirs, c'est en fait avec des vaisseaux cuirassés. C'est ce qu'on appelle la diplomatie de la canonnière, et ils ont obtenu des traités commerciaux favorables. Mais même s'il n'y avait pas de défaite militaire, il y avait simplement le signe que les Japonais ont compris que ce n'était pas la peine d'affronter les bateaux noirs parce qu'ils n'y arriveraient pas. Et donc, aussi bien la Russie que le Japon ont décidé de se moderniser, enfin de changer pour affronter le défi posé par les puissances occidentales. Et ce qu'on a vu en vitesse, c'est qu'en fait, en Russie, on a évoqué les réformes, mais ce qui est important dans l'évocation des réformes, c'est d'évoquer leur échec. Et l'échec essentiel des réformes, c'est qu'on a un sous-emploi permanent. Ça va être très important quand on va comprendre pourquoi ils vont réussir leur coup ensuite. Mais on a un sous-emploi permanent qui déprime les salaires. Bon, ça, quand on a lu Ricardo, ça va de soi. Ces salaires déprimés, ça entraîne une misère dont on peut dire qu'elle est épouvantable dans la Russie pré-révolutionnaire et même souvent après. Et cette misère épouvantable, elle entraîne des troubles politiques. Alors d'abord des attentats anarchistes qui se répètent et qui se multiplient. Je vous rappelle qu'il y a un tsar qui doit être Alexandre III et un Premier ministre qui est Stolypine qui sont assassinés par les anarchistes. Stolypine, il est assassiné au 10e attentat anarchiste. Bon, donc c'est une multiplication d'attentats. Il y a des attentats anarchistes en France aussi au même moment, bien sûr, mais là, c'est 10 attentats contre le Premier ministre, qui est Premier ministre pendant 5 ans, c'est quand même impressionnant comme performance, d'accord. Et puis surtout, tout ça culmine avec des révolutions, 3 révolutions en 12 ans, puisqu'il y a une révolution en 1905, qui est suivie par justement le ministère de Stolypine, une nouvelle vague de réformes et de répression, et puis 2 révolutions en 1917, d'abord en février et puis en octobre. Et comme vous le savez, cette révolution de 1917, elle ouvre une guerre civile qui va durer 5 ans, qui va faire, bon là on ne sait pas très bien, mais en gros entre 7 et 12 millions de morts. On va prendre une valeur médiane, on va se mettre à 10 millions. Bon, donc de fait, l'histoire sociale de la Russie, autant que sur l'histoire économique, ça ne va pas de soi. Ça prouve que ce qui est certain, c'est que l'échec des réformes économiques, en plus de ne pas avoir mis la Russie au niveau des puissances occidentales pour pouvoir lutter et garantir l'indépendance nationale, ça cause quand même des troubles sociaux absolument considérables. On verra comment ils vont en sortir. Mais on s'était ensuite tourné vers le Japon, parce qu'au Japon aussi, il y a une réforme radicale, à peu près au même moment d'ailleurs, puisque c'est à peu près au moment où Alexandre II abolit le servage en Russie, c'est le moment où il y a un coup d'État renverse le shogunat au Japon, et puis le nouvel empereur qui s'appelle Mutsuhito décide en fait une conversion, enfin, décide avec ses conseillers, mais surtout il se met à faire de la politique. Jusque-là, l'empereur est un dignitaire religieux. Il se met à faire de la politique et il décide d'une conversion à la civilisation occidentale qui est, par comparaison avec la Russie, en fait c'est difficile à percevoir, mais parce que les Japonais, en même temps, ils restent extrêmement japonais. Ils continuent à manger japonais, ils continuent à faire un certain nombre de choses de manière très japonaise, en particulier à parler japonais. Je vous souhaite bon courage si vous visitez le Japon et que vous ne parlez pas japonais. Déjà à Tokyo, vous allez avoir du mal à trouver des interlocuteurs qui parlent anglais, mais alors en dehors de Tokyo, ça va être plus que sport. Donc, ils restent très japonais, et en même temps, ils se convertissent totalement. Alors, on va voir de quelle manière ils se convertissent totalement, mais c'est assez étonnant. Mais en fait, quand même, en amont de cette conversion, il y avait quand même quelque chose qui frappait dans le Japon, c'est que autant en Russie, on a un taux de fécondité qui est en moyenne de 7 enfants par femme, en 1900, pour aller vite. Autant au Japon, on est malthusien, sans avoir évidemment connu Malthus, c'est-à-dire que les Japonais font peu d'enfants, ils investissent dans leurs enfants en capital humain, donc ils les éduquent, et on avait vu que l'éducation était déjà très développée. Et une conséquence de ça, c'est que le travail, on ne peut pas dire que le travail soit cher, mais au moins il y a du travail pour tout le monde, il y en a même beaucoup. Et donc le travail n'est pas bien payé au Japon, il faut travailler énormément pour être chichement payé, mais au moins il est payé. Alors que le problème en Chine, en Russie, c'est qu'on a un sous-emploi massif, mais qui se traduit par le fait que la misère est irrépressible. C'est-à-dire qu'il y a des millions de paysans qui n'ont rien, qui ne sortent pas de la misère. Au Japon, on a aussi des millions de travailleurs qui sont très pauvres, mais très travailleurs,
Et de fait, la ressource du Japon dans ce qu'on va voir, ça va être son travail. Voilà. La ressource peu rare. Alors, on avait vu que les Japonais, enfin, j'ai dit que les Japonais avaient une tendance à investir dans l'éducation des enfants qui faisaient en petit nombre. Dès 1872, donc seulement 4 ans après le début du règne de l'empereur Mutsuhito, l'école élémentaire est obligatoire. Donc c'est avant même la France. Hein. C'est 10 ans avant les lois Ferry. Mais à la différence de la France, obligatoire, ça ne veut pas dire gratuite. Elle est obligatoire et payante. Et donc une source de l'opposition à l'école, c'est qu'il faut payer. Et dans les ménages modestes, on n'est pas très content d'avoir à payer, surtout quand on a 2 enfants. N'empêche qu'il n'y a rien à discuter. C'est une nécessité. Et pourquoi c'est une nécessité? Parce que c'est justement par l'école que va passer la réforme et la transformation sociale. Les Japonais en sont conscients dès ce moment-là. Ce qui est extraordinaire, c'est que les républicains français, enfin, je pense qu'ils auraient voulu le faire avant, mais de fait, ils n'ont eu le pouvoir politique de le faire que 10 ans après. Bon, dès l'année suivante, c'est la conscription. La conscription, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le service militaire obligatoire. C'est-à-dire qu'on enrôle dans l'armée tous les jeunes gens en âge de servir les armes pour une période déterminée. Il faut se rendre compte que seulement 6 ans avant, on avait encore un système de caste dans lequel il n'y avait qu'une des 4 castes qui avait le droit de porter les armes. C'était complètement interdit chez les autres. Alors après, vous savez qu'il y a des astuces, puisque à cause de l'interdiction de porter les armes, les Japonais ont développé des méthodes de combat soit à main nue, ce qui se dit en japonais karaté, donc ça, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire, mais en plus, il y a des méthodes de combat avec des instruments de travail, en particulier il y a le kobudo du sud d'Okinawa, où on utilise le fléau qui sert à battre le grain, qui s'appelle un nunchaku, où on utilise les dispositifs qui permettent d'arrimer les rames sur les barques, qu'on appelle des sailles, où on utilise bref tout un tas de trucs qui sont en fait des ustensiles agricoles ou de travail pour se battre, parce que justement on n'a pas le droit de porter les armes. Mais ça, c'est quand même totalement en marge de la société, d'accord? C'est-à-dire que, de même que les histoires de ninjas, sont des sociétés secrètes. Pour l'essentiel, au Japon, ceux qui portent les armes, comme dans l'Europe médiévale, c'est la noblesse féodale, c'est-à-dire les samouraïs. Et on a à peine démantelé la noblesse féodale qu'on constitue une armée de conscription, c'est-à-dire que tous les citoyens ont vocation à porter les armes. C'est aussi extraordinaire que la Révolution française et la levée en masse de 1793. Avec la même ambiguïté d'ailleurs que ce sont les nobles, ce sont les samouraïs et les daimyo qui continuent à servir l'encadrement de l'armée, donc qui continuent à servir d'officiers. Avec tout le problème de savoir si on les autorise ou non à porter les sabres. Et en fait, sous Mutsuhito, pas trop. Là, le sabre est interdit, il reviendra plus tard au moment de l'impérialisme japonais. C'est-à-dire qu'il va y avoir un retour du japonisme après l'ère Meiji. Bon, donc, conscription, et puis en plus de la conscription, on l'a vu, le passage à l'heure occidentale, qui s'est déjà fait en Occident, mais le système horaire japonais, c'est que un jour entier est divisé en 2 périodes de 6 heures. Il y a 6 heures de jour, 6 heures de nuit. Comme le Japon est à peu près à la même latitude que nous, il y a à peu près la même amplitude dans la durée du jour et de la nuit, donc évidemment 16 heures de jour et 16 heures de nuit ont des durées variables. C'est ce qu'on a connu pendant toute l'Antiquité en Europe, et c'est ce qu'on a connu pendant tout le Moyen-Âge aussi. C'est seulement, même pas à la Renaissance, mais en fait vraiment au XVIIe siècle, avec l'invention des montres de poche, qu'on se met à avoir des heures qui ont toutes la même durée. Et d'ailleurs, le temps, c'est une partie intégrante, y compris en Occident, de la révolution culturelle qui s'esquisse autour de la révolution industrielle. Il y a un très beau livre dont j'ai oublié la référence, justement sur le rôle des horloges dans la révolution industrielle, et en particulier des horloges marines dans la mesure du monde, puisque pour l'essentiel, les distances navales elles sont mesurées grâce à des horloges marines où on compte le temps pendant lequel on garde un certain cap pour mesurer la distance. Puisqu'on a certes des sextants pour mesurer la latitude, mais on ne peut pas mesurer la longitude. Et donc la seule manière de mesurer les variations de longitude, c'est le temps passé à un certain régime. Donc c'est les horloges. Donc de fait, le temps, comme d'ailleurs le dit Max Weber aussi, non seulement le temps c'est de l'argent, comme dit Benjamin Franklin, mais c'est le fait de rationaliser le temps, c'est le signe qu'on entre dans une ère nouvelle. Et puis on ne rationalise pas que le temps, on rationalise aussi les relations sociales à travers le droit. Et là, c'est vrai que notre université joue un rôle particulier, parce qu'en fait, en 1873, il y a un conseiller du ministre je crois même que c'est le ministre de la Justice de l'empereur en visite en Europe, qui fait la tournée des candidats potentiels pour venir travailler comme conseiller du gouvernement japonais.
Et celui qui en fait va remporter le contrat, c'est un Français qui s'appelle Gustave-Émile Boissonnade de Fontarabie, donc un nom que vous pourrez oublier aussitôt que vous l'avez entendu. D'autant plus qu'il est Boissonnade de Fontarabie, comme moi je suis Bourbon et Bourbon, d'accord? C'est-à-dire que c'est un nom, c'est un titre de courtoisie, hein. En fait, il s'appelle Boutry, mais bon, peu importe. Ça fait quand même beaucoup plus chic de s'appeler Boissonnade de Fontarabie, surtout dans cette France républicaine qui ne sait pas très bien de quel côté elle est encore. Et donc ce Boissonnade de Fontarabie, c'est un prof de droit qui n'est pas du tout le meilleur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il accepte de tout plaquer pour partir au Japon. Il reste 25 ans au Japon, et pendant qu'il est au Japon, il rédige le Code civil du Japon. Il commence la rédaction du Code de commerce, qu'il ne termine pas, mais enfin qui termine à peu près, et il lance la rédaction du Code pénal. Donc rien que ça, donc le type à lui tout seul, il fait en 25 ans de travail ce qu'une équipe de législateurs a fait autour de Bonaparte. Si vous voulez avoir la liste de leurs noms, soit vous regardez sur Wikipédia, soit vous allez au Panthéon, d'accord, puisqu'ils sont tous enterrés au Panthéon. Il y a un article d'ailleurs sur en fait la rédaction de ce premier code civil japonais, qui était paru dans la Revue internationale de droit comparé au début des années 90, donc la référence est dans le cours. Et si vous n'avez jamais vu Gustave-Émile Boissonnade de Fontarabie, il y a un magnifique buste de lui à l'université Hosei, mais il y a surtout un buste de lui au Panthéon. Enfin, quand je dis au Panthéon, c'est pas dans le Panthéon où justement la République met les grands hommes, et puis depuis quelque temps aussi les grandes femmes, et donc en particulier les rédacteurs du Code civil de Bonaparte. Mais non, c'est ce Panthéon par métonymie, c'est-à-dire c'est le bâtiment de la fac de droit, qui se tient aux 12 places du Panthéon, en face de l'ancienne église Sainte-Geneviève, devenue Panthéon national, et c'est ce bâtiment de la fac de droit où vous poursuivrez vos études l'an prochain. Et bien, dans ce bâtiment de la fac de droit où vous poursuivrez vos études l'an prochain, quand vous prenez l'escalier, alors, le problème de dire l'escalier au Panthéon, vous verrez assez rapidement que le Panthéon est un labyrinthe d'escaliers. Parce qu'en fait, il y a eu 3 campagnes de construction. C'est d'abord Soufflot, l'architecte du Panthéon, donc de l'église Sainte-Geneviève devenue Panthéon national, qui a fait ce bâtiment de la faculté de droit, mais il est resté inachevé. Il a été reconstruit, réaménagé très fortement au début du XXe siècle, et puis encore dans les années 60. Et donc ces 3 campagnes de construction font que c'est un dédale. Mais le principal escalier, qui n'est pas l'escalier d'honneur, le principal escalier, celui qui amène à la salle 1. Et la salle 1, vous imaginez que c'est la plus importante. Bon, juste à côté de la salle 1, il y a la salle 2, et juste à côté de la salle 2, vous verrez le buste de Gustave-Émile Boissonnade de Fontarabie, donc du gouvernement japonais, et avec cette mention, au professeur Gustave-Émile Boissonnade de Fontarabie, les Japonais reconnaissants. Donc je vous souhaite, futur diplômé de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qu'un jour, vous ayez vous aussi votre buste au Panthéon et à l'Université Hosei, ou ailleurs d'ailleurs, avec comme mention à vous, les Japonais ou les Martiens ou les habitants de Proxima du Centaure, reconnaissants, parce que vous aurez porté la science française aux 4 coins de la galaxie, voire de l'univers. Voilà. Bon, c'était juste parce qu'il s'agit quand même d'un exemple pour nous, parce que franchement, l'idée d'aller écrire intégralement le code civil d'un pays aussi lointain que le Japon, c'est quand même une aventure, enfin pas seulement intellectuelle, mais une aventure de transformation extraordinaire. D'autant que vous imaginez que le travail d'Émile Gustave Boissonnade de Fontarabie, c'est pas de recopier, c'est pas de traduire en japonais le code civil. C'est naturellement d'adapter les institutions, d'adapter l'esprit de la codification légale à un pays aussi différent que le Japon. Et donc il y a quand même pas mal de travail d'acclimatation, à commencer par lui. Il faut d'abord qu'il comprenne où il arrive, et puis il faut qu'il apprenne le japonais, et puis il faut qu'il comprenne quel est le projet. Bon, et ça lui prend quand même 25 ans. Voilà. 25 ans pour un buste. C'est le sens du long terme qui caractérise le Japon, ou qui me caractérisait il y a quelques temps. Bon, donc, manifestement, on adopte les coutumes occidentales, jusque dans la mesure du temps. Et alors, un aspect des coutumes occidentales, c'est le vêtement. Alors, donc je vous ai mis 2 photos, une de l'empereur Mutsuhito, l'autre de la famille impériale. Là où c'est extraordinaire, c'est qu'évidemment, ça ressemble à n'importe quel souverain européen. Peut-être en un peu plus clown. La photo de Mutsuhito, elle rappelle un peu la couverture de l'album des Beatles, Sgt. Pepper, d'accord, c'est-à-dire qu'il a un peu un uniforme de carnaval. Mais, alors, d'abord, si vous avez oublié quel était le style des empereurs japonais, je vous conseille la photo de la page suivante, pour vous montrer quand même qu'il y a un petit contraste. Et il y a un contraste qui est d'autant plus fort que ses successeurs reprendront le style traditionnel, mais lui, il affirme la nécessité de changer les apparences. Et donc, il se fait en particulier peindre en famille, autour du thé, avec son fils, sa fille et l'impératrice. Ce qui est totalement délirant. C'est-à-dire que l'empereur du Japon, depuis, il est le, je sais pas quoi, le 123e, les 122 précédents se sont toujours fait représenter seuls.
L'empereur du Japon en famille, c'est aussi irréel que Jésus promenant les enfants à la plage. Enfin, c'est d'accord, ou le pharaon faisant ses courses au supermarché. Enfin, ça a juste pas de sens, quoi. C'est complètement dingue. Et donc, l'exemple qu'il montre, c'est celui d'une occidentalisation à la fois forcenée et électrochoc, quoi. Il faut y aller. Et de fait, tout le monde. Donc, il montre l'exemple parce qu'il veut montrer qu'il est décidé, et de fait, il met les moyens. Bon, alors, qu'est-ce qu'il met comme moyen? En fait, si on reprend les 4 causes de la modernisation qu'on a examinées, on a toujours dit éducation obligatoire, développement des transports, protectionnisme intelligent et développement du crédit. En fait, protectionnisme, c'est quasiment impossible, puisqu'on a vu, les Japonais ont été obligés de signer avec les puissances occidentales des traités d'ouverture commerciale pour éviter la guerre, ou au moins les coups de canon. Bon, en fait, ces traités qu'ils ont signés pendant la décennie 1850-1860, ils arrivent à expiration au milieu des années 90 et ils vont les renégocier. Et en fait, ils ne vont avoir de cesse de renégocier ces traités douaniers et de développer une forme de protectionnisme, puisque tant qu'ils ne peuvent pas avoir un protectionnisme franc et massif, ils ont un protectionnisme intelligent qui consiste à ne pas acheter ce que produisent les autres. C'est-à-dire, en particulier, à avoir des marchés publics qui soient organisés de manière intelligente pour qu'on achète toujours des trucs japonais, y compris la copie de ce que font les Occidentaux, avoir une demande intérieure qui n'est pas tournée vers les produits occidentaux, etc. Bon, alors, pourquoi protectionnisme intelligent? J'entends simplement intelligent parce qu'on ne sait pas comment l'attraper. Et on a beau faire des traités inégaux, on n'y arrive pas. Bon, mais le problème, c'est que, du moins, pendant la période de démarrage, c'est-à-dire entre 1868 et 1894-1911, il n'est pas possible pour les Japonais de protéger les produits qui sont en gros analogues des produits occidentaux. Donc, ils ne vont pas pouvoir développer une industrialisation à l'imitation des Occidentaux d'emblée. Il va falloir qu'ils fassent autre chose. On va voir quoi. Bon, la deuxième chose qu'ils ont du mal à faire, c'est l'organisation du crédit. Parce qu'ils ont du mal à organiser. Enfin, il y a une panique financière importante en 1880, on va voir. Ils ont du mal à organiser un système financier, parce qu'en fait, c'est un pays marchand, le Japon, ce n'est pas un pays de banquiers. La pénurie de capital, la pénurie de financement, de moyens de financement des investissements, ça va être ce qui va déterminer la spécificité de l'économie japonaise. Donc de fait, ils n'arrivent pas à organiser ça. Alors on a vu quand même que l'intelligence de l'État, ça a été de dire on nationalise la terre et on donne des obligations d'État à l'ancienne aristocratie, comme ça ils ont un revenu, et les paysans, eux, vont devoir payer un impôt en échange de la terre qu'on leur concède. C'est-à-dire qu'en fait, on remplace la corvée par un impôt en argent. Cet impôt en argent, ça permet à la fois de payer les intérêts de la dette et de payer et d'investir. Mais ça permet d'investir modestement, parce qu'il faut payer les intérêts de la dette qui ont été donnés aux samouraïs et aux daimyo. Enfin, surtout aux daimyo, d'ailleurs. Puisque les samouraïs, en fait, c'est des guerriers sans terre. C'est la main-d'œuvre de la guerre. Ceux qui possèdent la terre, c'est les daimyo. Donc, de fait, il y a un problème de crédit qui va durer. Mais sur les deux autres pans, là, c'est bon. C'est-à-dire que l'éducation obligatoire, bon, on a vu comment ça s'est fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les Japonais vont développer très rapidement une éducation supérieure technique. En particulier, dès qu'en gros, ils s'intéressent à une technique, une technologie, ils vont développer l'éducation qui va avec. C'est-à-dire qu'ils font venir des ingénieurs pour monter pour gratter la terre, pour faire des mines de charbon. Les ingénieurs sont priés de faire des cours d'ingénierie des mines. Ils font venir des ingénieurs pour mettre des télégraphes. Les ingénieurs sont priés de faire des cours d'ingénierie des télégraphes, et ainsi de suite. C'est-à-dire que tout de suite, ils n'achètent jamais une technologie sans acheter la transmission de la connaissance autour de la technologie. Donc l'obsession de l'éducation, c'est à tous les niveaux, y compris, on peut dire qu'ils sont les inventeurs du transfert de technologie. Parce qu'ils veulent le transfert de technologie, et pratiquement tous les contrats qu'ils font, il y a une dimension offset. Vous savez ce que c'est un contrat offset? C'est quand pratiquement tous les contrats d'export, aujourd'hui, il y a le contrat par lequel vous vendez ce que vous vendez, et puis il y a le contrat offset. Offset, ça veut dire contrebalancer. Donc on va appeler ça un contrat de compensation en bon français. Sauf que pour l'instant, l'usage, c'est d'utiliser le terme anglais. Donc, maintenant, vous ne pouvez pas vendre dans le Golfe, en Inde, même en Australie, sans qu'il y ait une partie offset. C'est-à-dire que, pourquoi c'est offset? C'est un autre contrat qui organise les compensations. Et la théorie du contrat offset, c'est puisque moi j'achète à l'étranger, je fais sortir du pouvoir d'achat de mon pays
Et donc ce pouvoir d'achat que je fais sortir, il est perdu pour le développement du pays. Donc, je veux en compensation que l'entreprise à qui j'achète, ou le pays de l'entreprise à qui j'achète, compense cette baisse, enfin cette fuite de mon circuit économique. Donc typiquement dans le cas de l'Australie, on leur a vendu des sous-marins de je ne sais plus quelle classe de sous-marins, vous avez vu? Pardon? Voilà, donc d'accord, donc c'est des sous-marins, c'est des lanceurs d'engins ou des sous-marins d'attaque? Mais c'est des sous-marins d'attaque, donc, mais c'est des nucléaires? Non, c'est des classiques à propulsion circuit fermé ou je sais pas quoi. Donc on leur a vendu une série de sous-marins qu'ils ne savent pas faire, mais la condition c'est que les sous-marins sont fabriqués là-bas et entretenus là-bas par des Australiens. Ça veut dire donc qu'il faut qu'on transfère toute la technologie. Alors bien sûr, ça on va le facturer, mais n'empêche que concrètement, on ne vend pas les produits finis. Ce qu'on vend, on vend en même temps le savoir-faire. Et donc de fait, alors ça c'est un contrat offset, c'est en fait un contrat où on environne la vente. Mais il y a des contrats où, en plus de fournir enfin, de donner aux partenaires la capacité de produire et donc de transférer effectivement la technologie, il y a des contrats où on peut prêter à un taux très bas, ce qui revient, comme le font la plupart du temps les Chinois. Toute l'histoire de la route de la soie, là, ça consiste en fait à prêter à des pays pour leur permettre de financer des infrastructures. Et donc le prêt, il est en fait à un taux tellement bas que c'est un cadeau, même si ça permet par ailleurs d'acheter de la main-d'œuvre chinoise, bon, etc. Donc des contrats de compensation, ben, on peut dire d'une certaine manière que les Japonais, ils n'achètent pas comme ont acheté tous les autres. D'accord, comme ont acheté tous les autres clients de l'Occident jusque-là, acheter sans condition, et les Japonais, ils achètent avec la condition de transférer la technologie. Bon, et donc éducation obligatoire, non seulement à l'échelon élémentaire, mais aussi à l'échelon supérieur de l'éducation technique, qu'ils savent organiser de manière très intelligente, en même temps qu'ils importent la technologie. Et puis du côté des transports, ben, en fait, même s'il n'y a pas constitution du marché intérieur protégé par un tarif douanier, il y a quand même constitution du marché intérieur. Bon, le Japon, c'était un pays qui était enclavé à double titre. D'abord parce qu'il y avait des péages intérieurs entre toutes les préfectures, d'accord. Et donc ça, ces péages intérieurs sont abolis. Et puis ensuite, parce que c'est un pays montagneux, et c'est un pays où les transports sont lents, et donc un des sujets, c'est de développer les chemins de fer. Et c'est évidemment un sujet important, parce que ça permet d'accélérer les communications, et donc d'améliorer le commerce. Alors, si on regarde l'affaire des chemins de fer, vous voyez une magnifique estampe avec une locomotive, l'arrivée du premier train à Yokohama. L'estampe est de 1874 et l'arrivée du premier train à Yokohama, c'est 1872. Hein, d'accord, donc c'est une estampe d'actualité. Elle est faite de Hiroshige, mais Hiroshige, en fait, c'est une famille de graveurs. Vous connaissez peut-être le grand-père de Hiroshige III, qui est Hiroshige I, qui est un des plus connus des peintres d'estampes avec Hokusai et Utamaro. Bon, et alors qu'est-ce qu'on voit sur cette gravure? Ben, on voit un train avec une locomotive à vapeur, on voit des navires pavoisés avec des drapeaux européens, hein, puisqu'on voit un drapeau suisse, un drapeau néerlandais, et en fait, ces navires, ce sont évidemment de très grands navires. Et donc, c'est le port de Yokohama qui est le principal, enfin, qui est le port de la capitale, en fait. D'accord. Bon, et donc, comment ça se passe, ce développement des chemins de fer? Concrètement, comment est-ce que les Japonais font pour maîtriser le développement des chemins de fer, sachant que, si on prend 1874, on est très exactement 6 ans après le début du règne de Meiji, on ne peut pas dire que les Japonais aient une industrie sidérurgique qui leur permette de fabriquer des locomotives et des rails. Donc le sujet pour eux, c'est que s'ils vont trop vite, ils vont acheter leur chemin de fer, il ne va rien en rester. Alors justement, ils ne vont pas trop vite. Bon, en fait, dès les années 60, dans le domaine de Saga, et donc, où on a vu la semaine dernière que le maître du domaine était très actif, puisque c'est lui qui a développé justement la métallurgie et les fours à réverbères pour pouvoir fondre des canons. Donc dans le domaine de Saga, on fait venir une locomotive pour l'essayer. Mais c'est un modèle réduit en fait. En 1868, il y a un marchand écossais qui s'appelle Thomas Blake Glover, qui importe à Nagasaki une locomotive, une Heron Duke, et qui fait une boucle de 13 km sur laquelle il fait la démonstration de sa locomotive. L'espoir qu'il a, c'est de vendre, évidemment, son savoir-faire comme entrepreneur de chemin de fer. Puis ça ne marche pas tout à fait, en fait, parce que il a loupé une astuce, c'est-à-dire qu'il pense encore le Japon sur le mode ancien, il pense encore que l'argent est dans les domaines. Or, le gouvernement impérial ne supporterait pas que ce soit un entrepreneur privé qui fabrique la première locomotive. Il y a quand même une affaire de prestige symbolique là-dedans.
Et donc le gouvernement impérial, à la nouvelle de la présence du locomotive à Nagasaki, interdit à tout le monde de toucher à ce truc-là et lance un programme japonais pour construire le chemin de fer. C'est-à-dire on prend le temps pour choisir les gens qui vont faire, pour monter le financement, pour choisir la ligne, mais quand on commence les travaux, on sait où on va. Et donc c'est là qu'on construit le chemin de fer de Tokyo. Bon, je ne vous fais pas un dessin sur ce qui est Tokyo, à Yokohama, qui est aujourd'hui d'ailleurs Tokyo. Mais en fait, Tokyo-Yokohama, c'est la banlieue immédiate de Tokyo, avec le grand port dans lequel se sont développées ensuite toutes les industries sidérurgiques et la construction navale. À l'époque, c'est juste le port marchand, dont vous avez vu qu'il accueillait des forts grands navires, et donc ça veut dire que c'est un port qui a une capacité d'accueillir des navires de fort tonnage. Alors, quel choix est-ce qu'on fait pour construire cette ligne? En fait, on fait appel aux ingénieurs anglais et aux capitaux anglais. Concrètement, on emprunte de l'argent aux Anglais pour construire la ligne. C'est-à-dire qu'on n'a pas le capital pour le faire. On fait venir un ingénieur britannique, qui est l'ingénieur qui a travaillé sur la Nouvelle-Zélande, sur les chemins de fer de Nouvelle-Zélande. Pourquoi on fait venir celui-là? Parce que c'est le plus près, c'est celui qui est le plus facilement disponible. Pour venir un ingénieur d'Angleterre, c'est toute une affaire. Le gars qui vient de Nouvelle-Zélande, là, c'est-à-dire Edmund Morel, lui, il est prêt à venir, donc tant mieux pour lui. Alors, c'est lui qui va imposer aux Japonais le choix de l'écartement 1 mètre et 67 mm. Donc les chemins de fer japonais sont encore aujourd'hui des chemins de fer à voie étroite, puisque dans le reste de l'Europe, sauf l'Espagne, on est à 1,43 m. Donc le chemin de fer à voie étroite, pourquoi? On dit toujours que les chemins de fer à voie étroite, c'est mieux pour les pays de montagne, mais enfin peu importe. Peu importe d'autant plus que là, quand vous faites Tokyo à Yokohama, c'est pas de la montagne, d'accord? C'est la plaine du Kansai, puis de toute façon c'est 30 km de plaine, donc bref. Enfin, peu importe, mais le choix a été fait et les Japonais y sont encore. Ce qui, par parenthèse, est aussi une manière d'organiser le protectionnisme. Parce que quand vos concurrents, c'est la Nouvelle-Zélande, il est clair que vous n'allez pas être concurrencé par la production ferroviaire néo-zélandaise. Parce que les Néo-Zélandais, ils n'ont pas été critiques pour faire des locomotives. Donc il faudra qu'ils les achètent quelque part. Et si ce n'est pas en Grande-Bretagne, ce sera chez nous. Donc on ne sait pas très bien si c'est un choix d'opportunité technique ou de vision protectionniste. Et à vrai dire, il n'y a pas eu de recherche historique qui a abouti à faire à mettre ça au clair. Bon, donc une fois que cette première ligne symbolique a été construite, l'empereur est d'accord pour concéder des lignes rentables à des sociétés, et donc il y a 42 sociétés concessionnaires qui commencent à construire des lignes, mais alors attention, c'est pas chacun construit ce qu'il veut, on décide, c'est le principe des concessions, c'est-à-dire on a décidé quelles lignes pouvaient être construites, et on met aux enchères la possibilité de construire la ligne et ensuite de l'exploiter. Bon, par ailleurs, on fait des prêts bonifiés, etc. Ça entraîne une espèce un peu comme il y a aussi un railway boom, une railway mania en Angleterre dans les années 1850. Là, il y a une railway mania qui entraîne une crise financière en 1891. Concrètement, il y a une compagnie qui ne réussit pas à financer la construction de sa ligne, qui fait faillite et qui ne peut pas rembourser les gens qui lui ont prêté, les acheteurs d'obligations qui avaient acheté des obligations pour financer la construction de la ligne. Donc c'est la première fois, évidemment, qu'une société moderne au Japon fait faillite. Ça crée quand même un peu de remous, parce qu'on se dit, on a le sentiment, un instant se pose la question de savoir si finalement le capitalisme moderne n'est pas une erreur. Bon, et puis en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'État reprend la main, pas en nationalisant les chemins de fer, mais en faisant un plan de développement plus raisonnable, c'est-à-dire, en fait, en 1891, entre 1872 et 1891, on a construit 3000 lignes de voies ferrées. Ce qui, par comparaison avec d'autres pays, n'est pas énorme. Hein. Bon, c'est pas mal de construire 3000 lignes de voies ferrées en 20 ans, mais c'est pas délirant. Le gouvernement ne prévoit en fait que autant de construction pour les 12 années suivantes. Donc c'est une accélération, mais une accélération encore raisonnable. Si on compare avec la Russie, ils ont fait 70 000 km de voies ferrées en 60 ans. Donc ça veut dire plus de 1000 km par an. Là, on est à 150 km. Et donc, de fait, le plan de développement du Japon, c'est, encore une fois, on voit que ce n'est pas un truc à marche forcée avec investissement massif de capitaux étrangers par l'appel à l'épargne étrangère, comme dans le cas des emprunts russes pour les chemins de fer. C'est une construction mesurée. Et dans un premier temps, on laisse faire un mécanisme de marché avec planification, ça ne marche pas, l'État reprend la main. Qu'est-ce que ça veut dire que l'État reprend la main? Ça veut dire qu'il allonge les délais de planification et il nationalise une partie des chemins de fer. Et sur nationaliser, ça ne veut pas dire que
qu'on fait n'importe quoi, en particulier parce que l'armée fait toujours pression pour développer ses propres chemins de fer, parce que l'armée veut avoir en fait un chemin de fer le long de la mer du Japon pour pouvoir déplacer des troupes en face de la Corée et de la Chine, et puis acquérir la maîtrise de la construction ferroviaire pour pouvoir construire des chemins de fer en Corée. Le gouvernement ne veut pas. Parce que justement, il n'est pas question de se lancer dans un truc inflationniste où on ne sait plus comment ça s'arrête. Il faut maîtriser la construction parce qu'on n'a pas beaucoup de capital. Alors quand je vous dis c'est des plans à très long terme, en 2016, quand j'étais à Fukuoka, donc Fukuoka c'est à Kyushu, c'est tout au sud, et en fait je suis arrivé le lendemain d'un tremblement de terre assez important, puisqu'il y avait un tremblement de terre de 7 sur l'échelle ouverte, autrefois de Richter, maintenant c'est une échelle ouverte. Donc un tremblement de terre de 7, ça secoue quand même beaucoup. Et l'effet du tremblement de terre, c'était qu'il y avait des coulées de boue sur les voies du Shinkansen, enfin du train à grande vitesse japonais. Alors moi, ça m'ennuyait particulièrement parce que je voulais aller en fait au sud de l'île, parce que je voulais faire du tourisme au sud de l'île. En particulier parce que depuis le sud de l'île, vous pouvez aller à Yakushima. Yakushima, c'est une petite île de la mer du Japon qui est à une centaine de kilomètres de Kyushu. C'est l'île qui sert de modèle à Miyazaki. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du film qui est Princesse Mononoke, par exemple, Nausicaa et la vallée du vent. En fait, l'île qui est l'inspiration de la forêt de Princesse Mononoke ou Nausicaa, c'est Yakushima. Et donc, je voulais aller à Yakushima. Et alors, coulée de boue, TGV en panne. Et à cette occasion, j'ai appris quand même que le plan de déploiement du TGV japonais, il avait été approuvé en 1971, alors qu'il était en développement depuis 1965, et qu'il avait été achevé en 2013. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, quand je dis il a été approuvé en 1971, il y avait déjà le Tokaido, c'est-à-dire le chemin de fer qui allait de Tokyo à Kyoto, ça a été construit en 1964, je crois. Mais le déploiement général dans toute l'île, c'est dans la deuxième moitié des années 60 qu'on fait un plan qu'on approuve en 71, et on met 42 ans à déployer le plan. On fait un plan à 42 ans. Et le truc incroyable, c'est que le retard, au bout de 42 ans, c'est zéro. C'est-à-dire que, de fait, le plan de 42 ans, il a été fait dans les délais où il avait été prévu, alors qu'il s'est quand même passé des trucs entre 71 et 2013 au Japon. Enfin, entre les deux chocs pétroliers, Fukushima, ce que vous voulez. Bon, donc, de fait, les Japonais, quand ils prévoient à long terme, c'est pas de la rigolade. Mais c'est nécessaire quand la contrainte, c'est le capital. Parce que accumuler du capital, c'est très facile de désaccumuler du capital, mais l'accumuler, c'est forcément des processus de long terme. C'est ce qu'on a vu dans ces affaires de croissance. C'est que quand Mehmet Ali essaye d'accumuler du capital sur 30 ans, mais ça ne suffit pas, 30 ans. Quand on essaie de s'insérer dans le commerce international parce que le cacao, pendant 30 ans ou 40 ans, est à un niveau de prix élevé, et que donc les producteurs ghanéens profitent du développement du cacao pour étendre leur production de cacao, mais de fait, ils étendent la production de cacao, mais ils n'ont pas les moyens de passer à autre chose, parce qu'ils n'ont pas pu accumuler. Bref, là, le truc des Japonais, c'est une planification de très long terme, une planification intelligente, parce que justement, le choix je parlais du TGV, là, le choix de la voie du Tokaido. Tokaido, comme son nom l'indique, dans Do, c'est un chemin. C'est tellement un chemin que c'est, quand on dit Tokaido, en fait, c'est la principale artère, la principale voie de communication au Japon. C'est la route de Edo, enfin Tokyo, jusqu'à Kyoto. Et c'est une route côtière, en fait. C'est une route côtière. Pourquoi? Parce que la route des montagnes, elle est infernale. Enfin, elle est infernale. Et ça monte, ça descend, on passe au pied du Fuji, c'est fatigant, et on ne peut pas faire passer les charrettes. Et en fait, alors c'est une voie extrêmement célèbre parce que Hiroshige, je pense, a fait les 53 vues du Tokaido, c'est-à-dire qu'il a, au long de ce chemin qui est le plus connu, il a peint les 53 points de vue les plus remarquables. Si vous allez un jour au Japon, s'il y a deux trucs à voir, c'est ça et les festivals. Après, vous ferez ce que vous voudrez, mais le Japon traditionnel, il est là. Et donc, de la même façon qu'on a peint ces 53 vues du Tokaido, ben, en fait, le tracé du premier train, plutôt que de le faire passer en ligne droite à travers les collines puis les montagnes, et donc de faire des ouvrages d'art qui coûteraient très cher, ben on passe par le Tokaido, donc on double le Tokaido, c'est plus long, mais finalement ça va pas moins vite parce qu'on est en plaine, donc il n'y a pas besoin d'avoir des locomotives de montagne. Ça permet d'économiser 13% du coût de la ligne, et qu'est-ce qu'on fait en économisant 13% du coût de la ligne? Eh ben on construit d'autres lignes, d'accord, d'intérêt certes secondaire, mais ça permet d'économiser, ou à moyen constant d'accélérer la construction. Bref, manifestement, ce qui caractérise le développement japonais, c'est pas trop vite, et surtout une planification méticuleuse des dépenses, de sorte qu'on ne soit jamais pris au dépourvu, et qu'on puisse continuer à financer, même en passant au travers des crises financières. Voilà.
Bon, alors, cela dit, pendant la période à laquelle on s'est intéressé jusqu'ici, c'est-à-dire entre 1868 et 1890, la seule industrie qu'on va développer, c'est donc les chemins de fer. La seule industrie moderne qu'on développe, c'est les chemins de fer. Pour le reste, on a beaucoup plus de mal. Pourquoi? Justement, à cause de ces accords commerciaux qu'on a signés avec les puissances occidentales. Tant qu'on ne peut pas protéger le marché, on ne peut développer que des industries qui se protègent toutes seules. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est là que l'expo au musée Guimet, qui s'est terminée au mois de janvier, était extraordinaire. C'est qu'elle montrait en fait la politique d'encouragement du gouvernement à une industrie qui n'est pas vraiment traditionnelle en fait. Parce que c'est l'industrie des biens de luxe, d'accord? L'idée des Japonais, c'est qu'on va promouvoir l'idée du gouvernement japonais, c'est qu'on va promouvoir l'image du Japon dans les expositions universelles. Vous savez que les expositions universelles, c'est quand même le grand truc de la deuxième moitié du 19e, et d'ailleurs jusqu'à la dernière grande, dans la même lignée, c'est Paris 1936, d'accord, celle qui a vu la construction du palais de Chaillot, avec un sens un peu différent, parce que c'est la confrontation du pavillon de l'Allemagne nazie et du pavillon de l'Union soviétique. Mais il y a justement, dans les expositions universelles, cette idée d'exposition de la puissance de l'industrie nationale, mais aussi des produits. C'est pour ça que vous avez certains produits sur lesquels vous avez encore des médailles d'or à l'exposition universelle de Paris 1900. D'accord ? Dans le cas de Paris, il y a eu 1855, 67, 78, 1900 et 1936. Bon, et puis après, il y a eu les Jeux Olympiques aussi, c'est une autre affaire. Donc c'est la promotion de l'industrie nationale. Et donc à l'expo de Guimet, ce qu'on voyait très bien, c'est qu'est-ce qu'on promeut comme industrie nationale? On promeut des objets d'art qui en fait traduisent. Alors soit c'est vraiment traditionnel, d'accord, si on fait des kimonos avec de la peinture sur soie, c'est la soie qu'on sait faire au Japon depuis longtemps, avec des techniques picturales qu'on connaît au Japon depuis longtemps, etc. Ça c'est la production purement traditionnelle. Mais la production purement traditionnelle, elle intéresse très peu les Occidentaux. Même s'il y a une mode du japonisme, d'accord, c'est que la mode du japonisme, elle va vous sauter aux yeux si vous visitez Giverny, par exemple. Donc la maison de Claude Monet. Vous verrez, dans la maison de Monet, il y a énormément d'estampes encadrées, qui sont des estampes japonaises originales, parce que Monet était très intéressé par le style graphique japonais. Mais pas seulement Monet. Tout le mouvement Nabis, par exemple, donc le mouvement autour de Maurice Denis, qui suit les expressionnistes au début du 19e, au début du 20e, est très inspiré par le Japon. C'est pour ça qu'il y a des aplats de couleurs, comme dans les estampes japonaises, et puis des couleurs qui sont originales parce qu'elles n'existent pas tellement elles n'existent pas dans la peinture impressionniste, etc. Donc, de fait, l'artisanat japonais intéresse les Occidentaux, et les Japonais sont conscients du fait qu'il y a là une demande potentielle. Il va y avoir moyen de vendre des porcelaines, pas chinoises, mais japonaises, des céramiques japonaises, des bronzes fondus japonais, des vases japonais, et donc moyen de gagner des ressources d'exportation avec de la vente d'objets de luxe, un peu à la manière dont Colbert fonde la manufacture des glaces de Saint-Gobain ou la manufacture de tapisserie des Gobelins. D'accord ? C'est-à-dire que de fait, l'encouragement aux productions nationales de luxe, c'est un moyen de se faire une présence sur le marché international, non pas à l'abri de barrières protectionnistes parce qu'on ne peut pas les avoir, mais à l'abri de barrières de connaissances et de savoir-faire techniques et artistiques. Bon. Et donc, cette expo de Guimet était extraordinaire parce qu'elle reconstituait en fait une politique de promotion d'un artisanat d'art où on met en scène le patrimoine national, mais qu'on réinvente complètement pour le marché des pays étrangers. Voilà, parce que vous n'allez pas vendre des kimonos traditionnels avec des hobbies à des Européennes, ça n'a pas de sens. C'est importable, un kimono traditionnel pour un Européen. Donc il faut fabriquer le genre de bibelot que les Européens attendent, mais dans un style japonais, et de mieux que les Européens ne sauraient le copier. Donc c'est quand même une drôle de réinvention de soi-même, en fait. Bon, alors, en fait, ce qui est intéressant du point de vue économique, c'est qu'on voit en fait au Japon que, on l'a dit, ce qui caractérise le Japon, c'est la rareté du capital. Donc, puisque le capital est rare, il est cher. Et puisque la main-d'œuvre est relativement abondante parce que les gens sont prêts à travailler beaucoup, le travail est peu coûteux. Et donc, en fait, le Japon est pas du tout dans la même situation que les pays occidentaux. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est un pays où le capital est coûteux, le travail n'est pas coûteux. Alors que ce qui a fait la révolution industrielle, on l'a vu, ça a été de substituer du capital au travail parce que le travail était coûteux. Les Japonais, s'ils font ça, ils vont avoir un problème de coût de production, parce que le capital, ils n'y arrivent pas, et le travail, il y en a en abondance,
Et donc s'ils substituent du capital au travail, ils vont se retrouver avec des chômeurs d'un côté et des productions trop coûteuses pour le marché international. Donc ça ne va pas aller. De fait, c'est le problème qu'a eu la Russie. C'est-à-dire que la Russie avait des montagnes, enfin des quantités de travail qui valaient presque rien, mais malgré tout, ils n'ont pas transformé les processus productifs, ils se sont contentés d'installer du capital, et ça a posé les problèmes qu'on a vus. Alors les Japonais, eux, ils transforment les méthodes productives occidentales, c'est-à-dire qu'ils achètent une machine et puis ils essaient de voir s'il n'y a pas moyen de faire mieux, s'il n'y a pas moyen d'améliorer, s'il n'y a pas moyen de produire quelque chose qui serait plus léger, plus adapté aux méthodes productives japonaises. Est-ce qu'on ne pourrait pas transformer les méthodes productives pour que ça revienne moins cher de produire au bout du compte, mais avec des productions nationales? Et de fait, ce que tous les historiens des techniques reconnaissent, c'est qu'en fait les Japonais opèrent une transformation des méthodes productives occidentales, à la fois dans les machines elles-mêmes et dans l'organisation du travail. Alors dans les machines elles-mêmes, bah, ça frappe évidemment parce que vous voyez cet atelier dont j'ai mis la photo là, qui est un atelier de silk reeling, donc c'est le filage de la soie en fait. Et de fait, c'est un atelier qui est complètement mécanisé, comme vous pouvez le voir, mais c'est des machines qui sont totalement japonaises, tout simplement parce que ce n'est pas les Occidentaux qui ont mis au point le filage de la soie, parce que les Occidentaux, d'abord, en fait, il y a très peu de soie qui est produite, il y a très peu de soie brute qui est produite en Europe. Il y en a un peu en Provence, parce qu'on a acclimaté le ver à soie au mûrier, et le mûrier à la Provence. Mais, enfin, le mûrier est l'arbre, je n'entends pas les ronces. Le ver à soie, il mange du mûrier. Donc il vit dans des mûriers. Donc si on veut faire du ver à soie, il faut planter des mûriers. On a acclimaté les vers à soie dans les mûriers occidentaux pour faire des essais de culture de la soie en Europe, mais on est sur des volumes qui sont tellement faibles que ça ne justifie pas la mise au point de machines. Et en Chine, là le travail ne valant rien du tout, pas de substitution du capital au travail. Au Japon, il y a du travail abondant, mais il y a aussi qu'on met au point des machines qui permettent alors pas forcément de gagner en productivité et en qualité, parce que l'intérêt de la machine, c'est qu'elle a une rotation régulière, et donc le fil de soie est impeccable. Donc de fait, c'est ça qui est étonnant chez les Japonais, c'est que ce n'est pas purement des investissements de productivité qui font, c'est aussi des investissements de qualité, en même temps. Bon, et alors, de fait, ils se font une spécialité de ce qu'on appelle en anglais reverse engineering. En français, on va dire la rétro-ingénierie, ce qui consiste à acheter un produit, enfin, s'emparer d'un produit, et puis le démonter intégralement pour pouvoir le copier. Mais le truc des Japonais, c'est qu'ils ne se contentent pas de faire du reverse engineering. Ils achètent, ils démontent, ils copient, et puis ensuite ils voient s'ils peuvent améliorer. Et ça, c'est la différence considérable. Bon, alors, il y a des exemples de reverse engineering qui sont connus dans l'histoire économique japonaise. En particulier, il me semble que c'est les moteurs électriques des tramways et les alternateurs des centrales électriques. En fait, ça, c'était la spécialité d'Hitachi. Donc Hitachi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé par acheter des moteurs électriques aux Allemands, et puis ils ont démonté les moteurs électriques, ils ont vu comment étaient faits les bobinages, et puis ils ont bobiné pareil, et ils ont fait des moteurs électriques. Et puis ils ont compris, quand ils ont acheté un alternateur, que c'était la même chose qu'un moteur électrique. Et donc, comme ils savaient déjà faire les moteurs électriques, ils savaient aussi faire les alternateurs. Et donc, ils ont fait des alternateurs. Alors, le truc, c'est que on a demandé à Hitachi de faire un alternateur de, je sais plus quoi, 10 000 watts, ou un moteur électrique de 10 000 chevaux, quand celui qu'ils avaient produit jusque-là, c'était 100 chevaux. Bah, ils ont mis tous leurs ingénieurs ensemble, et puis ils ont réussi à faire le moteur électrique. Voilà. Mais l'affaire, c'est ça. On apprend au petit, et puis on améliore. Et ça, c'est tout à fait unique, parce qu'en fait, alors, quand j'étais enfant, on disait toujours que les Japonais copiaient tout. Et la caricature des Japonais, c'est que c'était les copieurs. Bon, alors après, c'est les Chinois qui les ont remplacés dans ce rôle-là, mais en fait, c'est pas entièrement vrai, parce que ce qui est remarquable et manifeste, c'est que les Japonais ne copient pas, ils améliorent. Et ils améliorent soit pour correspondre à leurs attentes, soit pour correspondre à leurs contraintes économiques, et leurs contraintes économiques, c'est peu de capital, donc il faut que les machines soient économiques. Suffisamment de travail pour qu'on ne s'inquiète pas forcément de l'économie du travail, mais qu'on s'inquiète surtout de la qualité du produit. Et donc, de fait, c'est pas de la copie. Il n'y a qu'à voir, par exemple. Ce qu'il y a... Alors, je m'avance un peu. Je vais un peu en avant, mais les productions japonaises symboliques des années 60, c'est les appareils photo et les motos. Alors, ça, je pense que les appareils photo et les motos, ça se voit encore, parce que les marques d'appareils photo, pour l'instant, ça reste Nikon, Fuji,
Canon, enfin ça reste des marques japonaises, d'accord. Et puis les motos, ça reste Yamaha, Honda, etc. Les marques dominantes sur ces marchés-là jusqu'aux années 50, c'était des marques allemandes. Alors pour les motos, ils ont eu un petit problème entre 39 et 45 qui a fait que c'est devenu les Anglais. Mais la raison pour laquelle les Japonais ont battu les fabricants d'appareils photo allemands et les fabricants de motos britanniques, c'est pas parce qu'ils ont copié les motos. Enfin, ils ont commencé par les copier. Et puis ensuite, ils ont résolu les problèmes de fiabilité et ils ont fait mieux. Ils ont fait mieux parce que je ne sais pas si un jour ça vous arrivera dans votre vie de conduire une moto anglaise des années 60. C'est des mécaniques qui sont formidables, mais toutes les 150 km, il faut tout démonter. Bon, ce que les Japonais ont inventé, c'est la moto qui n'a pas besoin de démonter tous les 150 km, mais tous les 15 000. Bon ben voilà, c'est pas de la copie, c'est de la copie intelligente. Ils ont apporté la fiabilité à un truc qui marchait très bien quand ça marchait. Voilà. Alors donc, de fait, ce qui caractérise la croissance japonaise, c'est ça. C'est-à-dire c'est la primauté mise sur l'éducation, et en particulier sur l'éducation technique. Ça facilite les transferts de technologie qui ne sont pas juste des transferts de technologie, mais qui sont des appropriations, y compris, alors, je vous ai parlé des chemins de fer, je vous ai parlé de l'énergie électrique, on a même parlé du droit, c'est-à-dire que même dans le domaine du droit, ils s'approprient le droit. Quand ils font venir l'expert, ils lui demandent d'écrire le code civil, ils construisent l'université autour de lui, l'expert donne des cours, et puis au bout de 25 ans, il le renvoie chez lui, et ils ont appris le droit. Voilà, c'est fait. Donc c'est le mélange de travail et d'éducation, ben ça donne qu'ils s'approprient les techniques. Un taux d'épargne macroéconomique incroyable qui permet d'investir, mais surtout, dans l'investissement, on prévoit des longues périodes d'accumulation et on n'investit pas de manière déséquilibrée. C'est-à-dire qu'on y va dans le temps où on peut y aller. Voilà. Bon, alors, tout ça, ça donne quoi ben, ça donne en fait que quand le Japon se met à retrouver sa liberté commerciale, donc d'abord en 1894 puis en 1911, malheureusement, en fait, ce qui va se passer, c'est que même si le Japon va en partie continuer sa modernisation, d'abord en réorganisant vraiment son système bancaire, et en fait, ce qui va faire la réorganisation du système bancaire, c'est le développement des conglomérats, ce qu'on appelle les aibatsu, donc les grands groupes industriels que vous connaissez tous, Mitsubishi, Sumitomo, Toyota, etc. Et en fait, ce qui caractérise ces conglomérats, qui sont en général soit c'est d'anciennes maisons commerciales, comme c'est le cas de Toyota par exemple, qui est l'entreprise des Toyota, qui étaient des marchands en fait, soit c'est l'héritage de grands domaines daimyo, comme c'est le cas de Mitsubishi Sumitomo, c'est les samouraïs du Sud, c'est les daimyo du Sud en fait. Donc c'est l'entreprise industrielle qui s'est créée à Nagasaki, à Saga, à l'origine. Et donc en fait, ces conglomérats, ils financent eux-mêmes leur propre croissance par autofinancement, et puis ils finissent par s'adjoindre une banque, et le système bancaire, c'est les banques des conglomérats. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a Mitsubishi Financial et d'autres. Enfin, les banques japonaises sont parfois appuyées sur les conglomérats. Bon, ben, enfin, comme vous le savez, c'est pas le point fort du Japon, les banques. Hein. Ils ont quand même connu une crise bancaire majeure au début des années 90, dont ils ne sont pas encore sortis. Bon, cette amélioration en continu de la production, enfin de la croissance japonaise au rythme en gros de 2% par an entre 1910 et la guerre, ça permet à l'industrie de passer d'environ 20%, un peu moins de 20% du PIB en 1910 à peu près 35% au moment de la guerre avec les États-Unis. Ce qui est à peu près la même transformation que la France a connue dans les 100 années précédentes. C'est-à-dire que les Japonais font en 30 ans ce que la France a fait en 100 ans. Et quand vous voyez l'histoire comparée de la France et du Japon, l'histoire de France, on n'a pas parlé de l'alternance politique, mais oui, si vous prenez l'histoire de la France entre 1835 et 1938, vous avez d'abord eu la monarchie de Juillet qui a été renversée par une révolution en 1848, et puis vous avez une deuxième république qui dure 1 an et demi, et puis vous avez le Second Empire, et puis après le Second Empire, vous avez un régime dont on sait pas, un gouvernement provisoire dont on ne sait pas très bien ce que c'est, qui devient la Troisième République, et qui en 1938 est quand même assez mal parti, puisqu'il sera de fait en 1940 remplacé par l'État français. Donc on a eu 6 régimes politiques entre-temps. C'est 6 régimes politiques, des crises financières, des soubresauts. Enfin bon, de fait, l'histoire de France n'est pas linéaire, alors que l'histoire japonaise, là-dessus, elle a été extrêmement linéaire. On concentre les investissements, on ne se disperse pas, et c'est ça qui permet en 30 ans de faire ce que les autres font en 100 ans. Le problème, c'est que, alors, si on veut finalement illustrer
ce qui caractérise le génie japonais dans la production. Il y a un très bel exemple, c'est encore un film de Miyazaki, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est le dernier, c'est Le vent se lève. Donc Le vent se lève, c'est l'histoire d'un ingénieur aéronautique, qui est l'ingénieur aéronautique qui a conçu le chasseur Zéro. Bon, et alors, de manière très symptomatique, Miyazaki ne veut pas mettre l'accent sur le Zéro. Bon, le chasseur Zéro, c'est le chasseur qui a été le chasseur standard de première ligne de la guerre du Pacifique. D'accord, donc c'est vraiment l'instrument japonais de la guerre d'expansion. Le film est centré sur le modèle d'avant, qui est le Mitsubishi A5M, qui est en fait le premier avion monoplan, le premier chasseur monoplan à avoir été embarqué sur un porte-avions. Donc c'est symbolique du leadership technique japonais, ce qui est un truc qui ne saute pas absolument aux yeux dans les années 20. Enfin, c'est un chasseur du début des années 30, mais ça ne saute pas aux yeux dans les années 30, que les Japonais sont des leaders techniques. N'empêche qu'ils sont les premiers à mettre un avion, à mettre un monoplan sur les porte-avions, parce que jusque-là, il n'y avait que des biplans. Pourquoi? Parce que les biplans, c'est plus manœuvrant, ça a une vitesse de décrochage plus faible, et donc, du fait, ça manœuvre mieux, et donc c'est plus pratique sur les porte-avions qui sont dans des conditions d'appontage et de décollage pas faciles. Donc, les Japonais font ça. Mais ce qui est très intéressant, donc, ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est surtout comment Miyazaki montre l'ambivalence de ce personnage. Il montre d'un côté que c'est une épopée industrielle extraordinaire. Une épopée industrielle extraordinaire, pourquoi? Parce que les Japonais ont finalement très peu de moyens. Ce qui fait qu'ils développent leur industrie, comme on l'a vu, c'est leur taux d'épargne et leur travail forcené. Mais ils ont peu de moyens dans le sens où ils n'ont pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de capital, et pas beaucoup de matières premières, comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc, alors que, au même moment, il y a des courses d'avions dans toute l'entre-deux-guerres, en particulier la Coupe Schneider, et comment est-ce que les Occidentaux concourent sur la Coupe Schneider? Ils ont des avions de plus en plus gros, de plus en plus lourds, avec des moteurs de plus en plus puissants. Bon, et donc, par exemple, le dernier avion que les Italiens envoient sur la Coupe Schneider, le Macchi Castoldi 72, c'est un avion avec un moteur à 24 cylindres qui fait 60 litres de cylindrée, et le moteur fait plus de 3000 chevaux. Donc c'est une espèce de truc monstrueux, quoi. Et à côté de ça, l'avion Mitsubishi, il a un moteur de 500 chevaux. Et il atteint pratiquement la même vitesse. Donc comment est-ce qu'on fait? On fait un avion le plus léger possible, avec effectivement des innovations techniques dans la construction, c'est-à-dire qu'on a un fuselage tressé, on a des métaux qui sont, enfin comment dire, les revêtements métalliques sont en métaux tendus pour gagner en poids et pour gagner en rigidité. Les rivets qui permettent l'assemblage sont poncés à la main pour être plus aérodynamiques. Et au final, on peut avoir un avion qui est plus léger, plus aérodynamique, et donc qui va plus vite avec un moteur beaucoup plus faible en consommant moins. Et ça, c'est toute l'image du Japon. C'est un travail forcené de perfection qui amène à battre les Occidentaux, non pas par la puissance brute, mais par le travail et par le raffinement. Par le raffinement au sens propre, c'est-à-dire qu'on raffine le profil de l'aile, d'accord? Puisqu'en aéronautique, la finesse, c'est une caractéristique des ailes d'avion. Bon. Enfin, plutôt des avions dans leur ensemble. Alors, donc, l'ambivalence de cet exemple, c'est que ce que Miyazaki célèbre là, c'est certes le génie japonais, mais ce génie japonais, quand l'avion est prêt à décoller, l'ingénieur est sur le bord du terrain, on voit l'avion s'envoler, et puis en fait, les manœuvres qu'il fait dans le ciel, quand à un moment donné il retombe vers le sol, la guerre a déjà éclaté, et cet avion, c'est plus un avion, c'est plus un bel oiseau qui vole plus vite et qui est plus maniable que les autres, c'est devenu un avion de combat. Et de fait, le Japon est entré dans la guerre, et toute cette intelligence qui a été dépensée dans la production n'a finalement servi qu'à préparer une guerre qui a été évidemment épouvantable pour les voisins du Japon, mais qui a été un suicide pour le Japon lui-même. Et c'est pour ça que le film est un film absolument magnifique, parce qu'il célèbre le génie japonais, et c'est extrêmement émouvant, justement, la manière dont toute la première partie du film, c'est comment ce type qui est devenu ingénieur grandit à l'université et vit dans l'université. C'est un type qui passe de l'université au bureau d'études, et qui a une passion de la connaissance. Et comment cette passion de la connaissance, finalement, parce qu'il ne fait pas attention à ce qu'on fera de ses inventions, ça aboutit à la guerre, et la guerre, c'est l'annihilation de la connaissance et de la vie. Bon, donc c'est vraiment un très beau film. Qui célèbre donc que, à la fois dans ces années 10, 20, 30, le Japon continue de progresser au point de dépasser l'Occident par certains aspects, et
en plus de continuer de progresser, il progresse aussi sur le terrain parce qu'il annexe la Corée en 1910. En 1931, il envahit la Mandchourie. En 1937, comme vous savez, c'est les massacres de Nankin. Donc, le Nankin, c'est quand même le début, le nord du sud de la Chine, ou le sud du nord, comme vous voulez, mais c'est considéré comme le nord du sud, en fait, par les Chinois. C'est la frontière entre le nord et le sud. Et puis en 1941, il attaque les Japonais. Et donc le paradoxe, c'est que la croissance japonaise, dont on a vu qu'elle avait été suscitée pour permettre au Japon de résister à la pression étrangère, elle se traduit par l'agression. Bon, et cette agression, on sait où ça les mène. De fait, les Japonais n'ont absolument pas les moyens de résister ni à la puissance productive, ni au génie organisationnel, ni surtout au génie tactique et stratégique des Américains. Enfin, la guerre du Pacifique, c'est quand même un truc extraordinaire. C'est-à-dire que les Japonais perdent la guerre en 6 mois. C'est-à-dire qu'ils pensent couler la flotte américaine à Pearl Harbor et amener les Américains à négocier. 6 mois après, c'est la bataille de la mer de Corail et puis la bataille de Midway. Et, ils n'ont plus de porte-avions, ils sont terminés. Ils vont reculer pendant 3 ans, et puis voilà. Mais donc Miyazaki montre ce paradoxe, mais dans ce paradoxe, ce qui est intéressant, il montre ce paradoxe. Il montre comment le progrès technique du Japon, c'est ce qui a permis finalement l'impérialisme, et cet impérialisme a failli tout détruire, bon, y compris le Japon lui-même. Mais dans ce paradoxe, on voit quand même la manière dont les Japonais s'y prennent pour produire. C'est pas la copie, parce que justement, il y a aussi toute une séquence dans Le Vent se lève où ils vont chez Junkers en Allemagne, à Dessau, acheter un grand avion qui ramène au Japon, et ils essayent d'apprendre l'aéronautique des Allemands. Mais justement, ce qu'ils font, c'est pas du tout un avion à l'allemande, c'est un avion à la japonaise. C'est petit, racé, poli, etc. et économe. Voilà. Bon, donc de fait, ces traits qui sont les traits du Japon vont demeurer après la guerre, c'est-à-dire taux d'épargne élevé, donc taux d'investissement important, mais on investit uniquement sur fonds propres, protectionnisme intelligent, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'afficher des tarifs extérieurs élevés pour ne pas acheter les produits étrangers, et de fait, alors même si la croissance est modeste pendant l'entre-deux-guerres, puisqu'on est à 2% de croissance par an, ce qu'on sait, c'est qu'avec la reconstruction, on va être à plus de 8% de croissance par an pendant 30 ans, entre 45 et 75. Donc, en fait, la croissance japonaise après-guerre sera phénoménale. Mais comme on le voit, enfin, comme on l'a compris, cette croissance japonaise d'après-guerre, elle n'a été possible que parce qu'il y a eu la période initiale de scolarisation massive, de construction d'écoles techniques, d'appropriation des connaissances techniques, etc. C'est-à-dire que ne voir de la croissance japonaise que les années 60, c'est ne pas avoir compris que ça fait un siècle qu'on s'y prépare, et qu'on s'y prépare de manière absolument concentrée. Et donc c'est pour ça que ça ne peut pas marcher d'un coup de baguette magique. Alors justement, avant d'en passer aux grandes théories interprétatives, qui vont nous occuper pendant les 2 dernières séances et peut-être un peu plus, on va quand même essayer de voir justement qu'est-ce que c'est que ceux qui ont essayé de faire l'industrialisation à marche forcée et pourquoi ça n'a pas marché. Bon, alors, premier exemple, pourquoi ça n'a pas marché ou pourquoi il y a eu des limites à cette industrialisation à marche forcée. Donc on va considérer essentiellement 2 familles de modèles, le modèle russe, enfin, plutôt soviétique d'ailleurs, il faut le dire, et d'une part, et d'autre part, le modèle de substitution aux importations, donc, qui était le modèle absolument génial jusqu'à il y a 30 ans, et puis maintenant, personne n'en parle plus, mais c'est intéressant de comprendre pourquoi il n'a pas marché. Alors si on regarde le modèle soviétique, bon, on a quitté la Russie en proie à une guerre civile épouvantable, avec une famine où il y a des cas de cannibalisme documentés. Enfin bon, la guerre civile russe, c'est quand même l'horreur absolue dans l'histoire européenne. Malheureusement, il y a eu l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale pour faire comprendre qu'on pouvait encore faire pire, mais jusque-là, c'était quand même le pire. Vous savez qu'après la guerre civile, démarre ce qu'on appelle la NEP, donc la nouvelle politique économique. La NEP démarre, en fait, c'est Lénine qui la lance, mais il meurt peu après, et l'idée de la NEP, c'est on ne fait pas vraiment le socialisme, on fait voisiner des entreprises socialistes et des entreprises capitalistes parce qu'il y a besoin de reconstruire l'économie, et dans un premier temps, il faut identifier ceux qui sont capables. Et donc, alors, les années de la NEP, c'est des années complètement dingues sur le plan artistique, c'est les années les plus intéressantes du point de vue de l'histoire littéraire russe, par exemple, parce qu'il y a l'effervescence du théâtre et de la littérature, il y a Bulgakov, l'expressionnisme, etc. Bon. Mais du point de vue économique, c'est un peu brouillé, puis ça ne dure pas très longtemps, puisque dès 1928, on décide la collectivisation, et puis ensuite démarre la planification quinquennale. Bon, or vous savez, avec la collectivisation, ça ne s'est pas fait de manière extrêmement douce, puisque le principe de la collectivisation, c'est que on rassemble en fait, on nationalise les terres,
et on rassemble les paysans dans des unités qui sont soit des unités où ils ont chacun un lopin, et puis il y a des terres communes, ça c'est ce qu'on appelle les kolkhozes et les kolkhozes, ou bien dans les sovkhozes, et c'est une pure coopérative agricole, où là il n'y a pas de personne n'a un lopin en propre, mais c'est en gros une ferme qui est dirigée par un ingénieur, et puis on a des ouvriers agricoles qui font ce que dit l'ingénieur. Et la conséquence de cette collectivisation dans le domaine agricole, c'est l'effondrement de la production. Bon, avec à nouveau des problèmes d'approvisionnement qui sont réglés par la force. Bon, donc dans le domaine agricole, les choses ne se passent pas très bien, et ça rappelle le bon temps de la guerre civile où on n'avait plus rien à manger. Et où, de surcroît, tout contrevenant était envoyé au goulag. Dans le domaine industriel, il se passe quand même des choses plus intéressantes, qui sont que, en fait, ce qui se passe manifestement pendant la collectivisation, c'est qu'on a une compression de la consommation qui avait été relâchée sous la NEP. La compression de la consommation, ça permet d'avoir une épargne macroéconomique qui permet d'investir. Et donc le taux d'investissement, qui est seulement 8% du PIB en 1928, monte à 19% du PIB en 1939. Bon, si le taux d'investissement augmente de 11%, ce n'est pas parce que l'URSS s'endette, puisque l'URSS n'a pas accès au marché de capitaux internationaux. Ils ont fait défaut sur leur dette en 1917, donc ils n'emprunteront plus jamais à personne. Donc s'il y a augmentation de 10% du taux d'investissement, c'est parce qu'il y a diminution de 10% de la consommation. Et donc ce taux d'investissement, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de construire des usines géantes, qui sont des usines de production industrielle, et le modèle d'industrialisation des Russes, c'est faire des usines de ciment, faire des usines d'acier. Avec les usines de ciment et les usines d'acier, on construit des produits de base, et puis on construit des tracteurs, des chars d'assaut, des avions, des locomotives. Bon, et donc c'est vraiment le développement de l'industrie lourde au détriment de la consommation. Alors quand je dis au détriment de la consommation, ça ce sera marquant pendant toute l'histoire de l'URSS, pénurie de biens de consommation, en particulier de biens de consommation durable. La traduction des pénuries, qu'est-ce que c'est le phénomène soviétique qui traduit la pénurie? C'est pas un phénomène qui, pour vous, c'est pas visuel, mais à ma génération, c'est visuel. C'est les queues devant les magasins. Comme il n'y a jamais rien dans les magasins, enfin, moi j'ai des souvenirs de déambulation dans des magasins qui étaient les supermarchés en Russie s'appelaient Univermag. Donc parce que c'est Universalny Magazine, donc magasin universel. Donc on allait dans les Univermag, il n'y avait rien. Vous aviez un magasin avec des étagères dans lesquelles il n'y avait rien. C'était complètement surréaliste. Si vous voulez voir ça, il faut voir Goodbye Lénine, qui raconte en fait la fin de l'Allemagne de l'Est. Donc vous voyez des magasins d'alimentation où il n'y a rien. Donc les gens se promènent dans des trucs où tous les rayons sont vides. Donc c'est incroyable. Et en particulier les biens durables, il n'y avait rien. Donc dès qu'il y avait un arrivage, se formait une queue devant le magasin où il y avait un arrivage. Et cette queue, Очередь en russe, c'est l'objet de toutes les plaisanteries littéraires et enfin, de littérature grise des années 50-60, parce que les gens passent leur vie à faire la queue pour acheter une paire de chaussures, un pantalon, une télé. Il fallait toujours faire la queue. En fait, très curieusement, la Russie, l'URSS, c'était un pays où on avait toujours de l'argent, mais il n'y avait rien à acheter. Pourquoi? Parce que concrètement, vous avez plusieurs manières de gérer la relation entre l'offre et la demande. Une manière de gérer la relation entre l'offre et la demande, c'est que vous ne donnez pas autant de pouvoir d'achat à tout le monde, et donc il n'y a que les riches qui peuvent acheter des choses qui sont en quantité limitée. Ça, c'est la régulation capitaliste, si on veut. La régulation socialiste, c'était on donne de l'argent à tout le monde, mais il n'y a pas assez de biens produits pour la consommation. Donc comment est-ce qu'on alloue les biens produits pour la consommation? Soit vous avez des avantages statutaires, ça c'était la nomenclatura, il y avait des voitures, soit vous n'avez pas d'avantages statutaires et vous faites la queue. Et c'est premier arrivé, premier servi. D'où on vend sa place dans la queue. Il y avait des queues qui pouvaient durer plusieurs jours. Donc vous faisiez la queue un jour, et puis le lendemain, vous reprenez la queue avec le même ordre. Donc si vous étiez obligé d'aller travailler ou si vous étiez malade, il fallait... Évidemment, il n'y avait pas de téléphone portable, vous pensez bien, il n'y avait déjà pas de téléphone. Donc il fallait envoyer quelqu'un, aller chercher quelqu'un que vous connaissiez pour vous remplacer dans la queue. Enfin, c'est toute une économie délirante, quoi, de la pénurie de biens de consommation. En revanche, là où il n'y avait pas de pénurie dans l'économie russe, c'était dans la production militaire. Ça, on savait faire. Et on estime que le secteur de la défense, c'est à peu près 30% du PIB pendant les années 70 et les années 80. C'est-à-dire le moment où vraiment le système arrive à bout de souffle. Pourquoi l'industrie de défense, c'est 30% du PIB? Parce que la course aux armements avec l'Occident fait qu'on a des dépenses militaires importantes pour soutenir, en gros, les guerres périphériques. D'accord? Alors, dans le cas de la Russie, la dernière, c'était la guerre en Afghanistan, dont ils ne se sont pas sortis, mais regardez comme les guerres périphériques continuent. Les Russes ont effectivement des troupes présentes sur le terrain, et au Venezuela, et en Syrie. Et en Syrie, ça s'est quand même particulièrement vu. C'est-à-dire que ce n'était pas une centaine de conseillers militaires. En Syrie, c'était des avions et des hélicoptères qui intervenaient directement. Et puis,
déploiement de missiles antiaériens pour éviter l'incursion dans l'espace aérien syrien d'avions occidentaux, etc. Donc, de fait, les Russes ont une longue tradition de déployer du matériel militaire de très haute technologie chez leurs copains, les fusées de Cuba, etc. Donc tout ça, ça prend de la place dans le PIB. Du coup, s'il y a beaucoup d'investissements et beaucoup de matériel militaire, ben, il ne reste rien pour la consommation et on fait la queue en attendant que ça arrive. Voilà. Bon, en revanche, et c'est ça qui est important, ce qui fait que le système a tenu pendant si longtemps, c'est qu'il avait résolu le problème qui était le problème endémique de la régulation précédente, qui était le problème du sous-emploi. De fait, en Russie, il y a du boulot pour tout le monde. Enfin, en Russie soviétique, il y a du boulot pour tout le monde. Alors, il y a surtout du boulot pour les femmes, parce que comme c'est un système égalitaire, où les femmes ont les mêmes salaires que les hommes, c'est particulièrement intéressant quand même, mais la Russie, c'est un système où les femmes, la Russie soviétique, avec tous les inconvénients qu'elle a, c'était un système où les femmes avaient les mêmes salaires que les hommes, les mêmes perspectives de carrière, des rôles politiques, puisqu'il y a eu une femme commissaire du peuple en 1924, c'était Alexandra Kollontai, je pense, et bon, alors elle travaillait beaucoup parce que, de fait, en plus d'avoir un emploi, c'était elle qui s'occupait des enfants, mais tout le monde est employé, il n'y a plus de chômage, et donc tout le monde a accès au même niveau de consommation. Alors il n'est pas très satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que pas de biens de consommation, un parc immobilier insuffisant, qui se traduit par le fait qu'on habite à plusieurs dans le même appartement, c'est ce qu'on appelle les communalki. Donc typiquement, dans un 3 pièces, il y a 3 familles qui vivent, et tout le monde utilise la même salle de bain et la même cuisine, mais chacun vit dans sa pièce, avec les parents, les grands-parents, les enfants dans une pièce. Tout ça est le reflet du fait qu'une partie importante du PIB est détournée est investie dans la construction d'un secteur industriel et dans l'armement. Bon, donc de fait, ce qui va finir par pas marcher dans cette affaire, c'est que, les gens en ont marre de ne pas consommer. Bon, et donc ça, c'est très bien vu dans ce film qui s'appelle Goodbye Lénine, alors qui présente en fait l'Allemagne de l'Est, d'accord ? Vous n'avez pas vu Goodbye Lénine? Ouais, vous avez vu tous Goodbye Lénine? Goodbye Lénine, c'est un truc incroyable. En fait, c'est le fils d'une Allemande de l'Est qui a un rôle politique, enfin, qui croit au parti et au projet socialiste. Cette femme a une attaque et elle tombe elle est à l'hôpital pendant que le mur de Berlin tombe. Et donc elle se réveille, elle ne sait pas que l'Allemagne a été réunifiée. Et comme elle est très affectée par cet accident de santé qu'elle a eu, elle ne peut pas quitter chez elle, et elle ne voit que ce qui se passe par la fenêtre et à la télé. Alors, par la fenêtre, au début tout va bien, mais petit à petit, les portraits de Lénine sont remplacés par des affiches Coca-Cola, donc se pose la question de... En fait, le fils ne veut pas dire à sa mère que c'est fini, parce qu'il a peur qu'elle fasse une crise cardiaque et qu'elle meure. Donc il commence par lui raconter des histoires, mais elle est quand même perplexe. Donc ensuite il fait des faux journaux télévisés, comme si l'Allemagne était restée l'Allemagne de l'Est, pour lui faire croire que l'Allemagne de l'Est reste l'Allemagne de l'Est. Et donc il y a une espèce d'exercice de maintien de ce qu'est l'ancien régime à travers le nouveau monde. Et donc de fait il y a une confrontation du monde qui disparaît avec le monde que vous connaissez vous. C'est un film assez savoureux pour ça, et parce que c'est d'une ingénuité délicieuse, le jeu de cet enfant pour protéger sa mère, et puis parce que, de fait, c'est une vraie vertu d'analyse historique et sociologique des changements en cours dans la société allemande, quoi. Et donc c'est un moyen de toucher, justement, cette privation de la consommation qu'a connue l'Europe de l'Est sous le joug soviétique. Et donc c'est une manière de toucher ce mode de développement particulier, où ça marche, parce qu'on a en fait une croissance qu'on va dire extensive, c'est-à-dire que parce qu'on a beaucoup de ressources naturelles, parce qu'on a beaucoup de travail, ben on peut produire. Mais le problème, c'est que cette production, elle ne permet pas de satisfaire la demande de biens de consommation. Et c'est une production qui est... pourquoi? Parce que c'est une production où il y a beaucoup de gâchis. Donc c'est en cela qu'elle est extensive. Ce n'est pas une production intensive. Le PIB par tête n'augmente pas. Le PIB augmente parce que la population employée augmente et parce qu'on consomme de plus en plus d'intrants productifs. Mais en fait, la croissance, une fois qu'on a atteint la saturation de toutes les capacités productives, on n'arrive plus à continuer à croître et on n'arrive pas à satisfaire la consommation. D'où la crise. Voilà. Donc, cette croissance est intéressante parce que quand on voit qu'est-ce que c'est l'héritage du mode de croissance soviétique, bah, c'est quand même une industrie qui a beaucoup de mal à s'adapter à la demande. De fait, qu'est-ce que vous avez acheté un jour dans votre vie comme produit de consommation russe?
Bah, pas grand-chose, tout simplement parce que l'industrie russe ne s'adapte toujours pas à la demande. Alors l'industrie automobile, au départ, c'était les Russes ont racheté les anciennes lignes de production de Fiat. Et donc la voiture standard, il y a 30 ans, c'était ce qu'on appelait en France la Lada, mais là-bas ça s'appelait Gigouli, c'était en fait la Fiat 125, je pense, des années 60. Et puis elle a été modernisée, mais pas suffisamment pour suivre les tendances du marché. Et de fait, il n'y a plus d'industrie russe de voitures particulières. Bon, et qu'est-ce que produisent les Russes? Bah, ils produisent de quoi se nourrir, ils produisent des armes remarquables, mais de fait, ils n'arrivent pas à produire pour la consommation. Donc ça, c'est un héritage. Et puis le deuxième héritage, c'est quand même une pollution absolument considérable, parce que l'état de la Sibérie aujourd'hui, avec des oléoducs qui fuient, c'est pas terrible. Bon, si bien que, en fait, une grande partie des critiques qu'on pourrait adresser au capitalisme peuvent être en fait, donc, par exemple, le gâchis, la destruction de la nature, ou simplement, quand j'étais enfant, la blague c'était, est-ce que vous connaissez la différence entre le capitalisme et le socialisme? Vous savez, le capitalisme c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, et le socialisme c'est le contraire. Donc de fait, il y a une pondération différente de la consommation et de l'investissement militaire, mais au bout du compte, les Russes, ils ont juste produit moins de consommation et moins d'armes que les Américains, tout en polluant plus, ce qui n'est pas vraiment un exploit, enfin, ce qui est certes un exploit parce qu'ils partaient de plus bas, mais en tant que tel, c'est pas entièrement satisfaisant. Et alors, le paradoxe, en fait, de la même façon qu'on peut exprimer le paradoxe du Japon, là, enfin que Miyazaki a très bien exprimé le paradoxe du Japon, une façon d'exprimer le paradoxe russe, c'est comment les Russes ne sont pas capables de mettre leur technique à disposition de la consommation. C'est quelque chose qui est fascinant parce que, en fait, il y a d'autres instances comme ça. Un exemple troublant, c'est si vous visitez le palais royal de Caserte, donc c'est le palais que Charles III a construit à Naples quand il était roi de Naples. Dans le palais royal de Caserte, il y a une salle où on explique l'innovation technique dans le royaume de Naples à la fin du XVIIIe siècle. Et on vous explique que c'est dans le royaume de Naples qu'il y a eu le premier chemin de fer d'Italie, le premier bateau à vapeur d'Italie, et le premier parc d'attractions d'Italie avec des attractions qui étaient entraînées par une machine à vapeur. Et vous voyez des photos de ce truc où il y a des manèges entraînés par des machines à vapeur au milieu du XIXe siècle. Et vous dites, mais c'est formidable. Vraiment, les Napolitains, ils avaient inventé la technologie. Et pourquoi est-ce que le Nord s'est développé aussi vite ensuite, alors que le Nord n'a développé les chemins de fer qu'après? Et la seule explication plausible, bien sûr, ce serait que les Turinois soient à la tête d'un complot international contre les Napolitains. Bon, et en fait, la véritable explication, elle n'est pas là du tout. La véritable explication, elle est que les nordistes ont certes développé les parcs d'attractions et les chemins de fer et les navires à vapeur après les Napolitains, mais ils les ont développés pour une demande solvable. C'est-à-dire qu'ils construisaient un chemin de fer parce qu'il y avait des clients pour prendre le chemin de fer. Alors que les Napolitains, c'était le roi qui voulait avoir un chemin de fer parce que ça faisait bien d'avoir un chemin de fer, et donc ils construisaient un chemin de fer, mais il n'y avait personne pour acheter les billets. Donc de fait, le chemin de fer fonctionnant à perte, c'était une ponction sur la capacité d'investissement. Et c'était un investissement qui ne servait à rien. Alors que les Turinois, quand ils construisaient un chemin de fer entre Milan et Turin, eh ben, ce chemin de fer devait dégager des profits, simplement pour ne pas opérer à perte. Mais s'il dégageait des profits, c'est parce qu'il y avait des gens qui avaient intérêt à prendre le chemin de fer, parce que c'était rentable pour eux de prendre le chemin de fer, plutôt que d'aller à pied ou à cheval ou en voiture. J'entends pas en voiture automobile, bien sûr, mais en voiture hippomobile. Donc de fait, et ça c'est vrai aussi bien pour le chemin de fer que pour le bateau à vapeur ou pour le parc d'attractions. C'est-à-dire que dans l'Italie du 19e siècle, les innovations, si vous voulez, comme partout, la question c'est pas les innovations techniques. La question c'est comment est-ce qu'elles sont financées et comment est-ce qu'elles participent au progrès général. Si elles sont financées par le roi qui exerce un droit de corvée sur ces sujets et finance sur sa cassette les investissements qui ne servent à rien et qui ne diffusent pas dans l'économie, ça ne sert à rien. C'est juste de l'argent jeté par les fenêtres. C'est la même chose d'avoir une locomotive qui fait des ronds dans le parc du château que de faire un feu d'artifice au bout du compte. Donc c'est purement de la dépense ostentatoire. Alors que les nordistes, ils n'ont pas fait un complot international pour démanteler le génie à le royaume de Naples, ils ont simplement construit un chemin de fer parce qu'il y avait des gens qui avaient besoin de voyager et pour qui ça représentait un intérêt de gagner du temps quand ils voyageaient et de ne plus avoir de cheval. Voilà. Et de ne pas perdre de l'argent à entretenir des chevaux, qui pouvaient servir par ailleurs à traîner des équipages lesquels ne rentraient pas dans le train. Alors de la même manière, en fait, les Russes, enfin les Soviétiques, ont eu un génie technologique extraordinaire, mais qui servait absolument à rien.
Donc, alors un exemple que je trouve particulièrement remarquable, c'est l'exemple des supersoniques, du transport de passagers supersoniques. Bon, le transport de passagers supersoniques, vous savez, c'est la fierté nationale, puisqu'on a eu l'avion commercial, enfin, on a construit avec les Anglais du temps où on s'entendait bien, c'est pour ça qu'on l'avait appelé Concorde, parce que je vous rappelle que la Concorde, c'est quand les cœurs vont ensemble, n'est-ce pas? C'est Concordia, donc c'est le fait de s'entendre, la Concorde. Donc, à l'époque où on s'entendait avec nos voisins d'outre-Manche, on avait décidé de construire ensemble un avion supersonique qui permettait de faire des liaisons long courrier. Bon, cet avion supersonique, il est arrivé au mauvais moment puisque son exploitation commerciale a commencé avec le choc pétrolier, et l'augmentation du prix du kérosène a fait qu'il n'était... Alors, c'est là qu'il y a une notion intéressante pour les économistes. Il dégageait encore de la quasi-rente, mais il n'était pas rentable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand vous faisiez voler des Concorde entre 1973 et son interdiction définitive qui a dû intervenir en je ne sais plus quoi, 95, bon, après, 2001 peut-être, quand vous faisiez voler des Concorde pendant presque 30 ans, de fait, le coût d'exploitation du Concorde était inférieur à la vente au prix de vente des billets. Donc quand vous vendiez les 100 billets du Concorde, je ne sais plus combien c'était, ça devait être... l'aller-retour à New York, ça devait être 8 000 € en Concorde. Donc quand vous vendiez... oui, mais c'était 2 heures. Donc, bon, pardon, 2h50, je crois, à New York. Donc quand vous vendiez les billets de Concorde pour New York, ça payait l'équipage, le kérosène, la place de stationnement, les droits d'aéroport, etc. Donc c'était rentable. En revanche, c'était plus rentable de fabriquer des avions, de nouveaux Concorde, parce que la marge que ça dégageait ne permettait pas de rembourser l'avion. Donc la quasi-rente, c'est quand vous ne perdez pas, quand vous dégagez un cash flow positif. D'accord? Mais dire que la quasi-rente est positive, qu'il y a une quasi-rente, ça ne veut pas dire qu'on amortit le capital. Et dans le cas du Concorde, de fait, on a opéré les Concorde avec profit, mais sans pour autant, enfin, si on ne comptait pas l'amortissement du capital. Et la raison pour laquelle c'était pas rentable, c'est évidemment l'augmentation du prix du kérosène avec le choc pétrolier. Mais alors, donc cet exploit technologique qui était le Concorde, il a été doublé par les Russes qui ont voulu mettre au point un avion du même type, le Tupolev 144, qui a fait des vols commerciaux avant le Concorde, alors même que le projet avait démarré après. Bon, alors on a accusé les Russes d'avoir copié le Concorde en disant que... Donc on a appelé le Tupolev 144 Concorde Ski pour se moquer des Russes. On a accusé les Russes d'avoir copié le Concorde en insistant sur les similitudes de taille des appareils et puis surtout c'est vrai que d'apparence extérieure. C'est des ailes delta sans empennage avec un nez qui se baisse parce que comme c'est des avions qui sont très fins, en fait, quand ils sont en vol, il n'y a pas de visibilité au sol. Et donc au moment de l'atterrissage, pour voir quelque chose, le cône de nez s'abaissait avec un moteur électrique pour que l'équipage puisse voir sur les côtés. Bon, et donc il y avait ces mêmes solutions techniques qui étaient 4 réacteurs à haute puissance, une aile delta, la même dimension et l'abaissement du nez. On a accusé les soviétiques d'avoir copié les ingénieurs franco-anglais. En fait, il est vraisemblable que ce ne soit pas le cas et que simplement les solutions techniques soient dictées par les contraintes quand même extrêmement fortes du vol à Mach 2,2 avec un appareil de cette taille. Hein. C'est quand même pas rien. C'est pas faire voler un démonstrateur expérimental. Bon, bref. Donc de fait, les soviétiques ont probablement développé le truc de leur côté et ils sont arrivés à un truc qui va plus vite que le Concorde, naturellement, et qui était opérationnel plus rapidement. Sauf que, comme toujours, quand les Russes s'y mettent, il y a eu des petits problèmes de contrôle de qualité. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, vous pouvez visiter les Tupolev 144. Bon, ils ne sont plus opérationnels depuis longtemps parce que, d'abord, il y en a un qui s'est écrasé au Bourget. Première démonstration à l'étranger, au salon, vous savez, au Bourget, sur l'ancien aéroport, il y a un salon tous les 2 ans. Et donc les Russes avaient envoyé un Tupolev 144 et il y a un Tupolev 144 qui s'est écrasé. Bon, ça la fout mal pour un avion en cours de certification commerciale. C'est pas la meilleure pub qui soit. Donc ils ont accusé les Français. Enfin, diplomatiquement c'était compliqué, mais le bruit a couru que c'était un avion français qui s'était approché du Tupolev pour prendre des photos, puisque quand il était exposé au Bourget, il était à une distance où on ne pouvait pas s'approcher. Qu'il y aurait un avion français qui serait approché trop près et que ça aurait troublé le pilote et qu'il se serait... Enfin, peu importe. Parce que de toute façon, tous les récits montrent que l'avion n'était pas fiable en exploitation commerciale. Et en particulier, à la suite de l'accident du Bourget, il avait commencé à y avoir des rumeurs que l'avion posait des vrais problèmes. Et donc les Russes ont organisé un vol de démonstration
à l'intention de la presse occidentale. Et c'est donc dans le... Moi j'ai visité le Tupolev 144 qui est au musée des techniques de Sinsheim en Rhénanie. Donc en Allemagne, il y a plein de musées techniques où il y a plein d'avions qui sont conservés. Et à Sinsheim, il y a à la fois un Concorde et un Tupolev 144, et vous pouvez visiter les deux. Vous ne pouvez pas faire un tour avec quand même, parce que ce serait un peu compliqué. Mais vous pouvez visiter, et c'est là qu'on raconte qu'il y a le récit de ce vol, qui est un truc quand même complètement délirant. Donc les soviétiques, pour persuader la presse occidentale que ça marchait super bien, ils avaient convié 100 journalistes, puisque c'était la capacité de l'avion, à venir faire un vol entre, je sais pas, Moscou et Kazan, ou un truc comme ça, enfin une ligne aérienne typique russe, ou Moscou et Odessa, je sais plus. Et donc les 100 types montent dans l'avion, les réacteurs commencent à monter en puissance, le pilote fait la checklist, et là il se rend compte qu'il y a une panne de la pompe principale de relevage des trains d'atterrissage. Enfin, la pompe, le système hydraulique de relevage des trains d'atterrissage. Donc petit problème, vous ne faites pas décoller un avion quand la checklist n'est pas bonne, et donc en particulier quand il y a une panne d'un circuit majeur comme ça, parce qu'avec un avion pareil, vous ne volez pas avec les trains sortis. Déjà à 400 à l'heure, on les tord, mais alors à 2500 km/h, il n'y a plus rien. Et donc le type appelle le contrôle aérien en disant j'ai un problème, et le contrôle aérien lui répond c'est pas le problème, vous décollez. Donc le gars dit mais ça peut... Donc, alors, je ne sais pas dans quelle mesure l'histoire est vraie, mais je la trouve savoureuse. C'est remonté jusqu'au président du présidium du comité central du Soviet suprême de l'Union soviétique, c'est-à-dire Léonid Brejnev, qui a dit je m'en fous, vous décollez. Donc les gars ont décollé, et comme ils ont décollé et que le système était défectueux, il y a l'alarme qui s'est mise à retentir. Bon. Et comme c'est un avion qui va vite et qui fait beaucoup de bruit, l'alarme est très forte. C'est-à-dire qu'il y avait 135 décibels dans l'habitacle. Et 135 décibels, c'est insupportable. Et donc, ils n'arrivaient pas à arrêter l'alarme. Et donc, le truc a volé pendant 45 minutes avec l'alarme à fond, jusqu'à ce qu'une hôtesse de l'air demande à un passager de se lever, arrache le coussin du siège et l'enfonce dans le haut-parleur pour bloquer le son. Bon, donc, bienvenue en URSS. C'est-à-dire que vous êtes dans un truc qui vole à 2500 à l'heure, mais on ne sait pas comment arrêter l'alarme. Et pour l'arrêter, on arrache un siège et on le rentre dans la carlingue. Bon, alors, le truc volait depuis 45 minutes. Le train s'était relevé par miracle, mais là où le pilote avait vraiment les jetons, c'était qu'il pensait qu'il n'allait pas pouvoir redescendre le train d'atterrissage. Enfin, peut-être par gravité, mais l'intérêt des trains d'atterrissage, c'est que dans le pire des cas, ils descendent par gravité, c'est-à-dire qu'ils tombent. Mais ça ne suffit pas à les bloquer, en général. Et là, ils ont eu du bol, c'est-à-dire que quand ils ont ouvert les trains, l'avion allait suffisamment lentement pour que la gravité fasse tomber le train et le bloque. Et l'avion a atterri avec l'alarme qui continuait de faire un boucan d'enfer. Et les journalistes sont sortis, et qu'est-ce que vous voulez qu'ils racontent après? Enfin, l'opération de com était complètement ratée. Mais donc, de fait quoi? De fait, c'est exactement comme le cas du parc d'attractions au royaume de Naples au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on fabrique un truc qui devrait être un appareil de transport. Un appareil de transport, ça a vocation à être pris par des passagers, sinon ça n'a pas de sens. Les passagers, pour aller monter dans un avion pareil, après ce que vous venez d'entendre, il faut être quand même un peu inconscient. Bon, donc, de fait, on a ce programme qui a coûté un argent fou à développer et qui n'a même pas produit une quasi-rente, puisqu'il n'y a pas eu de passagers pour prendre cet avion. Alors que même si l'histoire du Concorde, elle est pourtant pas brillante, parce que c'était un produit qui était mal conçu, puisqu'il était vulnérable à l'augmentation du prix du kérosène. Le prix du kérosène a augmenté juste quand il est sorti, donc du coup ça n'a pas permis de rembourser l'investissement. Mais au moins il y avait des gens qui payaient leur billet de Concorde, tous les Concordes étaient pleins. Alors il se trouve que j'ai un ami qui voyageait régulièrement dans le Concorde et qui me disait oui c'est bien parce qu'en fait le Concorde Paris-New York c'était un vol où il y avait toujours les 100 mêmes personnes, c'était les habitués, ils avaient chacun leur fauteuil, moi j'étais toujours à gauche de Pavarotti. Bon évidemment c'est pas notre monde, d'accord, mais il y avait une demande. Voilà. Et donc puisqu'il y avait une demande, de fait c'était pas un investissement perdu. Alors que dans le cas de la Russie, le Tupolev 144 s'était financé simplement parce que l'argent qui avait servi à construire le Tupolev 144, c'était du travail qui avait servi à construire, pour parler marxiste, c'était du travail qui n'avait pas servi à faire des jeans et des godasses pour habiller les Russes. Et donc le truc fou dans le communisme russe, c'est que les mauvais choix, le fait que le marché ne dicte aucune orientation, ça s'est traduit par une pénurie de consommation. Alors je sais que maintenant il y a des gens qui rêvent de frugalité, de croissance zéro, etc., et qui se disent que finalement, la Russie, c'était le bon temps. Ça se traduit aussi par des gâchis considérables. C'est pas parce que vous ne produisez pas assez que vous ne gâchez pas. Bref, mais donc, cet exemple du Tupolev 144, c'est finalement l'exemple de comment une maîtrise technologique extraordinaire, puisqu'ils ont été les premiers à mettre
en service un supersonique de transport de passagers, comment cette maîtrise technologique n'a finalement servi à rien qu'à les priver de la consommation qu'aurait pu représenter tout ce travail qui a été dépensé en pure perte. Bon, et puis on peut multiplier les exemples. C'est-à-dire que de fait, le nombre de trucs qui ont servi à rien en Russie, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, bon, encore deux autres exemples.